Les grands avions de chasse de la Première Guerre mondiale étaient de solides et redoutables machines volantes. Chaque camp semait la terreur à l'aide de gigantesques bombardiers stratégiques. Les raids de reconnaissance derrière les lignes ennemies rapportaient les renseignements sur l'adversaire. Les grosses pièces d'artillerie étaient manœuvrées depuis les airs. Avant la guerre, l'aviation en était encore à ses balbutiements. Il était assez difficile de contrôler les mouvements de ces fragiles machines volantes et encore plus d'en faire un usage militaire. Voici comment, en moins de 10 ans, l'aviation militaire est passée du stade de la théorie confuse à celui d'instruments de guerre complets et sophistiqués. Avant la guerre, l'armée française est la première du monde dans le domaine de l'aviation. Elle dispose déjà d'environ 250 appareils et organise des exercices simulant les conditions réelles du combat pour explorer le potentiel militaire des avions. L'aviation s'immisce petit à petit dans la guerre. Au Mexique, en 1913, 2 mercenaires américains engagent le premier combat aérien. Un pilote italien effectue des vols de reconnaissance et largue des bombes sur les Turcs en Libye. Mais lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, l'aviation militaire n'est qu'un vague ensemble de théories. Lorsque l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et à la France en août 1914, l'essentiel des forces en présence dans les 2 camps est composé des traditionnelles infanteries, cavalerie et artillerie lourde. Mais pour la première fois dans l'histoire, des avions sont prêts à être utilisés. Et dès le début, ils sont mis à contribution. En volant au-delà des lignes ennemies, on peut voir où tombent les obus et diriger les artilleurs vers leurs objectifs. On peut aussi déceler les mouvements de troupes. Dès la 3e semaine de guerre, un pilote de reconnaissance français survolant la Belgique aperçoit des flots d'hommes en uniforme gris. Ce sont les troupes allemandes. Son rapport permet aux forces britanniques de se replier juste à temps. Deux semaines plus tard, dans le nord de la France, un biplan voisin se prépare pour un vol de routine. Jusque-là, aucun avion n'a encore abattu un autre avion. Les fusils et les pistolets se sont révélés inefficaces. L'observateur, assis à l'avant de l'appareil, est armé d'une mitrailleuse Hotchkiss. Au-dessus de Reims, le pilote aperçoit un biplace allemand et le prend en chasse. Une rafale de mitrailleuses et l'avion allemand descend en flammes. Première victime au combat aérien. En novembre, 3 Avro du Royal Naval Air Service réussissent une mission de bombardement à longue distance. Ils touchent le hangar Zeppelin, au bord du lac de Constance en Allemagne. Un dirigeable est endommagé et une usine de gaz détruite. À la fin de 1914, les appareils ont pu expérimenter la plupart des missions que l'aviation militaire effectue encore de nos jours. Ils deviennent alors un élément essentiel de la guerre du XXe siècle. Au cours de la guerre, les vitesses des avions vont plus que doubler. Le rayon d'action, les dimensions et l'efficacité meurtrière des machines vont considérablement augmenter. Les besoins de la guerre accélèrent les progrès bien plus rapidement que pendant les premières années de l'aviation.
Mais cette évolution n'aurait pas été possible sans les bases établies par les pionniers. En décembre 1903, les frères Wright réussissent le premier vol motorisé contrôlé. Ils continuent à développer leurs idées à leur rythme, sans se soucier des tentatives effectuées de l'autre côté de l'Atlantique. À Paris, Gabriel Voisin fait partie des sceptiques quant à la réussite des frères Wright. En 1905, il utilise la Seine comme piste de décollage pour plusieurs de ses modèles de planeurs. Il les construit et les essaie au bénéfice d'un groupement d'intérêt pour le développement de l'aviation française. Alors que les frères Wright effectuent régulièrement des vols motorisés contrôlés, Gabriel Voisin tracte ses planeurs avec un puissant canot à moteur. Il finira par concevoir bon nombre d'avions célèbres de la Première Guerre mondiale. Mais en 1905, il a encore beaucoup à apprendre. À Paris, un prix de 10 000 $ est offert à celui qui couvrira 1 kilomètre. Un des donateurs, Ernest Archdeacon, lance un défi aux frères Wright. Cela ne vous fatiguera sûrement pas de faire un petit voyage en France, juste pour recevoir ce modeste prix. Mais les frères Wright ne viennent pas à Paris. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont les meilleurs du monde et veulent vendre leur invention à un gouvernement qui en appréciera le potentiel. Mais à Paris, d'autres essaient de voler. Parmi eux, le Brésilien Alberto Santos Dumont. L'homme est déjà célèbre pour ses vols en ballon et ses expériences en planeur. En novembre 1906, il amène sa machine à Bagatelle le long du bois de Boulogne. Il a déjà tenté de prendre les airs, un dirigeable aidant sa machine à décoller, sans succès. Le 12 novembre, toute la communauté aéronautique française est là pour assister à une autre tentative, cette fois-ci sans dirigeable. Santos Dumont est debout aux commandes de sa machine. Il parvient à lui faire prendre l'air et réussit à couvrir la distance de 218 mètres en 21 secondes. Pour la première fois en Europe, un homme réussit à décoller et à voler de manière convaincante. À Paris, Santos Dumont est acclamé et baptisé le héros conquérant. Mais Wilbur Wright ne partage pas l'enthousiasme général. Il n'y a pas une chance sur 100 que quelqu'un puisse disposer d'une machine utile et pratique avant 5 ans. Pourtant, 14 mois plus tard, Henry Farman, un jeune et élégant coureur automobile, donne tort aux frères Wright. En janvier 1908, Farman, à bord de cette machine construite par les frères Voisin, tente de couvrir 1 kilomètre pour gagner le prix de 10 000 $. Il réussit. Il remporte le prix et gagne l'admiration des Français. Les frères Wright ne peuvent pas ignorer un tel événement. Ils ont déjà réussi des vols 40 fois plus longs que celui de Farman. Durant l'été 1908, Wilbur se rend à Paris pour montrer aux Français ce dont il est capable. Il organise une démonstration sur un hippodrome situé près du Mans. Le samedi 8 août 1908, la foule se rassemble pour assister au premier vol de Wilbur Wright en Europe. Le vol dure 1 minute et 45 secondes, soit à peine plus que celui de Farman sur 1 kilomètre. Mais c'est la manière dont Wilbur contrôle le vol
qui impressionne le plus les aviateurs français. Louis Blériot déclare: J'étais prêt à attendre bien plus longtemps pour voir ce que j'ai vu aujourd'hui. Monsieur Wright nous tient tous dans sa main. L'influence des frères Wright sur la conception des avions français et sur leur système de contrôle sera déterminante. Mais le malheur frappe les frères Wright. En septembre 1908, le lieutenant Thomas Selfridge se tue à Fort Myer, en Virginie. Il était passager à bord de l'avion Corville présenté à l'US Army. C'est la première victime de l'histoire de l'aviation militaire. En 1909, l'aéronautique française est en progrès. On peut désormais imaginer une traversée de la Manche en avion. Le Daily Mail offre un prix de 1000 livres à celui qui, le premier, parviendra à traverser la Manche par les airs. Wilbur Wright n'est pas intéressé, mais d'autres relèvent le défi. Le 19 juillet 1909, le pilote français Hubert Lattan fait une première tentative à bord de son monoplan Antoinette. Il décolle du petit village de Sangatte, au sud de Calais. Mais son moteur s'arrête au-dessus de la Manche. Après une chute de 300 mètres, l'Antoinette tombe dans la mer. Lattan, assis sur les débris flottants de son appareil, allume une cigarette et attend les secours. Mais il ne se décourage pas. Je n'ai pas eu de chance cette fois-ci, mais la Manche sera conquise. Il décide de recommencer. Louis Blériot a fait fortune en vendant des accessoires de voitures. Il investit dans les avions. Il est déterminé à battre Lattan sur la Manche, mais il s'est gravement brûlé la jambe à bord de son avion contre l'échappement de son moteur. 6 jours après la tentative de Lattan, les conditions météo sont favorables sur les côtes françaises. Le règlement de la course stipule que le départ sera donné après le lever du soleil à 4h41. Ce monument marque le point de départ de Blériot, juste au sud de Calais. Avant le décollage, l'esprit de Blériot est en ébullition. Que va-t-il se passer? Vais-je arriver à Douvres? Je ne pensais plus qu'à ma machine, au moteur, à l'hélice. Tout était en marche maintenant. Tout vibrait. À mon signal, les mécanos lâchèrent la machine. J'étais en l'air. Tout se passe pour le mieux. Le moteur Anzani, qui anime son avion, tourne parfaitement et Blériot en oublie sa douleur à la jambe. Mais lorsqu'il aperçoit les côtes anglaises, le vent se lève et la brume réduit sa visibilité. Un coup de chance lui permet d'apercevoir au dernier moment les falaises qu'il avait choisies pour se poser. L'atterrissage est brutal, mais peu importe, il a réussi la traversée de la Manche. C'est un véritable triomphe. Il a franchi les 33 kilomètres qui séparent la France de l'Angleterre en seulement 37 minutes. Mais ce succès dépasse les notions de vitesse et de distance. Le monde réalise alors que les avions peuvent traverser les frontières. Désormais, une puissante marine ne suffira plus à la défense d'une île comme la Grande-Bretagne. L'avion avec lequel Blériot a accompli la traversée de la Manche est le modèle 11. Ce sera un des appareils les plus efficaces et les plus populaires de l'aviation. Ce modèle, du musée de l'Old Rhinebeck dans l'État de New York, est propulsé par un moteur Anzani similaire à celui du vol historique au-dessus de la Manche.
La conception et la structure de ce modèle lui permettront de continuer à battre des records et de servir comme appareil militaire au-delà de 1915. En le regardant voler aujourd'hui, on prend conscience de la fragilité de la construction aéronautique de l'époque et de la concentration et de l'habileté qu'il fallait pour se maintenir en l'air. La traversée de la Manche par Blériot est la première prouesse aéronautique à faire de l'ombre au succès des frères Wright, du moins aux yeux du public. Car pendant ce temps-là, les frères Wright trouvent de nouveaux clients. Au début de 1909, l'armée italienne achète un avion Wright et engage Wilbur à former 2 officiers italiens au pilotage de la machine. Ce film fut tourné lors de cette visite. On y voit les politiciens et les militaires italiens assister à un des vols de Wilbur Wright avec un passager à bord. Au cours de cette même occasion, cette séquence qu'on croit être la première prise d'un avion en vol fut tournée. Plus tard, cette même année, à Fort Myers, Orville Wright termine la tâche commencée en 1908, satisfaisant la demande du Signal Corps de l'US Army en matière d'appareils militaires. Cette fois-ci, le flyer militaire passe tous les tests de vitesse et d'endurance avec succès. Cet avion existe toujours. Il est exposé au National Air and Space Museum à Washington. Les frères Wright sont alors en tête de la course à l'aviation militaire, mais il y a d'autres candidats. Le concepteur et constructeur Glenn Curtiss est maintenant en lice, et les frères Wright ne l'apprécient guère. Ils le poursuivent en justice pour l'empêcher de construire et de vendre ses machines. C'est à Reims, au cours de l'été 1909, qu'un événement va susciter l'intérêt à la fois du public et des militaires quant au potentiel de l'aviation. Sur la plaine de Béthanie, où se trouve aujourd'hui la base aérienne militaire de Reims, on a construit une aéropole avec des tribunes, des hangars et un circuit de course aérienne. L'événement est baptisé la Grande Semaine de l'aviation et des centaines de milliers de spectateurs viennent y assister. Les familles royales, l'aristocratie, les militaires et les politiques les plus influents se pressent pour voir les plus grands noms de l'aviation s'affronter. La Semaine de Reims fait découvrir la vitesse, l'agilité et l'endurance des avions comme jamais auparavant. De nombreux experts militaires sont ainsi convaincus du potentiel offensif des appareils. Blériot est là, de même que l'attendent Gabriel Voisin et Henri Farman. Glenn Curtiss est venu d'Amérique, mais les frères Wright ne sont pas là. Quelques-uns de leurs avions sont au rendez-vous, pilotés par d'autres aviateurs. Le moment fort pour les milliers de spectateurs présents est la compétition entre Louis Blériot et Glenn Curtiss pour le trophée Gordon Bennett. Blériot est le grand favori, mais c'est Curtiss qui bat le record du monde de vitesse avec 6 secondes d'avance, 73 km/h. La Semaine de Reims montre que les avions sont utilisables, agiles et, pour l'époque, rapides. David Lloyd George, le futur Premier ministre anglais, résume l'événement. Les machines volantes ne sont plus des jouets ou des rêves. Elles sont bel et bien une réalité. Les frères Wright continuent d'intenter des procès à Glenn Curtiss, essayant de protéger leurs brevets sur les systèmes de contrôle. Ils deviennent obsédés et procéduriers envers Curtiss et les autres. Leurs progrès se ralentissent. Ils sont dépassés par leurs concurrents. Ce Curtiss D est similaire à l'avion de Reims. Les ailerons de contrôle latéral sont actionnés par les épaules du pilote.
Entre les ailes, des petites surfaces mobiles bougent en opposition pour faire virer l'appareil. Une manière de contourner le brevet des frères Wright qui, eux, infligent une torsion à l'aile tout entière. Comme de nombreux appareils de l'époque, celui-ci est équipé d'un volet de profondeur devant le pilote pour contrôler la montée et la descente. L'avion est équipé d'une hélice propulsive, donc placée à l'arrière. Le mécanicien responsable du lancement du moteur doit grimper dans une véritable cage, en espérant ne pas trébucher au moment d'en sortir. Mais l'aviation ne fait pas d'émule parmi les officiers de l'armée américaine, et Curtis et les frères Wright en souffrent. Les politiciens ne sont pas sollicités pour voter les crédits nécessaires à son développement, et les avions militaires américains ne progressent pas aussi vite que leurs homologues européens. Pourtant, quelques avions Curtis se distinguent pendant la Grande Guerre. Parmi eux, une machine d'entraînement, le célèbre Jenny, et une série d'hydravions. Quant au nom de Wright, il n'apparaît pas au palmarès. Pendant que l'aviation militaire stagne aux États-Unis, elle se développe rapidement en Europe. Le public se précipite aux meetings aériens. Il investit d'importantes sommes d'argent pour le développement de l'aviation. Son enthousiasme est partagé par les militaires. L'aviation est considérée comme un sport nouveau et dangereux, extrêmement valorisant pour les officiers. L'influence des militaires pousse les gouvernements à investir. Les constructeurs réputés prospèrent et de nouvelles firmes apparaissent. Cet élégant monoplan français est un Henriot. Sa conception est similaire au Blériot et à l'Antoinette. Il dispose d'un empennage classique et d'une seule aile entièrement entoilée. Mais son fuselage est construit exactement comme un skiff, utilisé pour pratiquer l'aviron. Construire un fuselage robuste est relativement facile. Mais y fixer des ailes monoplanes de manière aussi solide est une autre affaire. Le haubanage est une solution partielle. Le Henriot est un appareil contrôlé par le vrillage des ailes, comme celui des frères Wright. Chaque aile se déforme pour faire virer l'avion. Mais cette technique met en péril la rigidité de l'appareil. En Europe, le monoplan est très prisé jusqu'à la guerre. Mais la plupart des avions d'importance construits entre 1914 et 1918 sont des biplans. Les monoplans souffrent de problèmes de rigidité structurelle. Il est difficile de les rendre vraiment robustes. Les ingénieurs découvrent qu'il est plus facile de concevoir des biplans pour résister aux contraintes du combat aérien. Ces avions sont dangereux à piloter. Les pilotes manquent d'expérience et le contrôle de la machine est délicat.
Bien avant que les avions ne soient lancés dans la bataille, ils causent de nombreuses victimes. Dans les armées des pays européens, rares sont les généraux qui savent comment utiliser ces nouveaux jouets fragiles en conjonction avec les troupes et l'artillerie. Tout est encore à faire. Voici l'ancienne usine Blériot située dans la banlieue de Paris. En 1910, Louis Blériot, pionnier de l'aviation, devient rapidement un constructeur d'avions prospère. Le Blériot 11 continue à se distinguer. Il bat des records de vitesse. Il monte à haute altitude et passe au-dessus des montagnes. Mais les alertes sont fréquentes. C'est encore une grande aventure. Les pilotes sont des héros. Ce sont des hommes intrépides, courageux, qui commencent à maîtriser leur affaire. Voici Adolphe Pégout, un pilote d'essai chez Blériot baptisé par la presse le Téméraire. Voilà. Oui, c'est bon. Merci. En 1913, il décide d'être le premier pilote à sauter en parachute de son avion. Son intention est d'atteindre une altitude donnée, de déployer son parachute qui le tirera hors de son siège. La manœuvre fonctionne au premier essai, mais J'ai reçu un bon coup sur l'épaule avec la dérive. Pégout pense que son Blériot va aller s'écraser droit au sol une fois qu'il aura quitté les commandes. Mais ce n'est pas le cas. Il regarde l'appareil descendre. Ma vieille caisse n'en fait qu'à sa tête. C'est en observant son appareil qu'il a l'idée de contrôler ses mouvements inconsidérés. Il s'entraîne en volant sur le dos. Il renforce son Blériot pour qu'il puisse encaisser des forces plus importantes. Il s'entraîne en privé avant sa première démonstration en public. Pégout n'est pas le premier pilote à réussir une boucle, mais c'est le premier à explorer intentionnellement les limites de la maniabilité d'un avion. Jouer avec les éléments de l'air, dans toutes les positions, et aussi longtemps qu'on le veut. Maîtriser les traîtrises de l'atmosphère, et retourner au sol élégamment, avec calme et confiance. Telle est ma plus grande joie. C'est aussi la joie des énormes foules qui viennent le regarder, autant que celle des nombreux pilotes qui aspirent à l'imiter en améliorant ses techniques. Il fait naître une nouvelle confiance parmi ses pairs. Sans le savoir, il jette les bases des tactiques de vol bientôt utilisées au combat par les premiers pilotes de guerre, dans un conflit qui va propulser l'aviation au rang d'un puissant moyen offensif militaire. En 1913, Roland Garros, un des plus grands pilotes français, effectue un vol sans escale de 800 km au-dessus de la Méditerranée. Les pays voisins de la France, comme l'Allemagne, découvrent à leur tour le potentiel offensif de l'aviation. Anthony Fokker, le jeune et brillant ingénieur hollandais, a émigré en Allemagne. Comme les autres constructeurs d'avions allemands tels Albatros et LVG, il puise sans vergogne dans les idées des ingénieurs français. L'Allemagne achète aussi la licence industrielle pour la fabrication du monoplan autrichien Taube. Parmi les expériences françaises pour l'armement des avions, cet étrange montage d'une mitrailleuse sur un monoplan dépère du sein. Le mitrailleur est debout à l'avant pour que les balles passent au-dessus du cercle de l'hélice. Ces fléchettes, conçues pour être lâchées sur l'ennemi, peuvent soi-disant transpercer un soldat de la tête aux pieds.
Les Français sont alors en tête de la course aux technologies des plus lourds que l'air, tandis que les Allemands maîtrisent parfaitement celles des ballons et des dirigeables rigides. Les fameux dirigeables font rayonner dans le monde le prestige national de l'Allemagne. Les vols internationaux du comte Ferdinand von Zeppelin battent tous les records et soulèvent une importante question de droit international: à qui appartient l'air? Et quelle semble être la meilleure plateforme aérienne pour les militaires? Le dirigeable ou l'avion? Le dirigeable, plutôt stable, paraît le meilleur choix. Au début de l'été 1914, ces questions sont loin d'intéresser le citoyen ordinaire. Les têtes couronnées, comme le roi George V d'Angleterre, sont conscientes des tensions en Europe, mais la perspective d'une guerre apparaît lointaine. Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. Le 28 juin 1914, l'archiduc Ferdinand, héritier de la couronne austro-hongroise, y est en visite officielle. Peu de temps après le tournage de ces images de l'archiduc devant l'hôtel de ville, il est assassiné par un terroriste serbe. L'équilibre diplomatique européen est rompu. Le Kaiser Guillaume II préconise des représailles autrichiennes contre la Serbie. La France républicaine et la Russie tsariste sont alliées. Les deux pays sont prêts à soutenir la Serbie contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Pendant que le petit peuple profite des chaleurs de l'été, l'Autriche envoie un ultimatum à la Serbie demandant une enquête sur l'assassinat. Au même moment, les troupes autrichiennes sont mobilisées. La Serbie accepte la plupart des exigences autrichiennes, mais mobilise aussi son armée. Puis, brusquement, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. L'Europe entière bascule dans le conflit. En Russie, 6 millions d'hommes sont appelés aux armes. L'Allemagne se prépare alors à déclarer la guerre à la Russie. La population est très agitée par cette éventualité. La France, alliée à la Russie, refuse la demande allemande de rester neutre. 3 millions de soldats français sont mobilisés. La France accueille la nouvelle avec un certain enthousiasme, motivée par de vieilles rancunes envers l'Allemagne. Si l'Allemagne et la France entrent en guerre, la Grande-Bretagne ne peut laisser les navires de guerre allemands passer dans la Manche. L'Angleterre rejoint donc la France. Les Allemands sont déterminés à attaquer la Russie, mais doivent d'abord régler le problème du côté français. Dans son plan pour attaquer la France, von Schlieffen compte sur la mobilité par la route et le rail. Il a prévu de balayer la Belgique puis de descendre le long des côtes françaises avant de foncer sur l'Est pour encercler Paris. En août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et le plan de von Schlieffen est mis en œuvre. L'Allemagne est persuadée qu'il faudra au moins 6 semaines à l'immense machine militaire russe pour être opérationnelle. Pendant ce temps, les forces allemandes pourront atteindre Paris. Ainsi, l'Allemagne n'aura pas à se battre sur 2 fronts. L'armée allemande envahit la Belgique, écrasant les villes avec sa puissante artillerie toute neuve et répliquant brutalement à toute velléité de résistance. La route vers la France est ouverte. Selon la théorie de la guerre aérienne,
La reconnaissance et le bombardement sont les deux rôles majeurs dévolus aux avions. Dès les premiers jours de la guerre, les deux camps utilisent les leurs. Mais la théorie n'est pas la pratique. En conditions réelles, les pilotes et les observateurs ont du mal à être certains de ce qu'ils aperçoivent au sol. Parfois, ils rapportent des informations erronées. Un avion, comme le Longhorn de Maurice Farman, est une machine rudimentaire, mais a son utilité pour la reconnaissance. Le Shorthorn est plus évolué. Les escadrons français et britanniques l'empruntent dès les débuts de la guerre. Ces avions illustrent parfaitement les biplaces de reconnaissance de l'époque. Mais transmettre rapidement au sol des informations vitales n'est pas chose facile. Dans les deux camps, on envoie parfois les renseignements par pigeons voyageurs. Les pigeons seront surtout utilisés en mer avant que les communications radio ne se développent. Le chef d'état-major des armées françaises en 1914 est le général Joseph Joffre, un vieux soldat ayant combattu dans le Sahara dans les années 1890. L'un des principaux collaborateurs de Joffre est le général Ferdinand Foch. Joffre et ses armées se souviennent avec amertume des provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine annexées par les Allemands en 1871. Alors que l'armée allemande avance dans le nord de la France, les militaires français entrevoient l'opportunité d'une contre-attaque en mettant en œuvre un plan étudié de longue date pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Il s'agit du plan 17. Le 4 août 1914, le plan 17 est activé. Les troupes françaises passent la frontière allemande, certaines de récupérer l'Alsace et la Lorraine avant de traverser le Rhin. Mais tandis que les forces françaises avancent, une des premières erreurs de reconnaissance aérienne survient. Les avions français sont stationnés près de la frontière, mais leurs patrouilles ne parviennent pas à détecter la mise en place d'une puissante barrière d'artillerie et de mitrailleuses allemandes. Choquée et effrayée par de lourdes pertes, l'armée française se retire. Au milieu du mois d'août, les aviateurs britanniques commencent à arriver en France. Les avions de l'escadron du Royal Flying Corps partent de Douvres et se posent en France, là où les vents violents de la Manche les ont entraînés. Les BE-2, sortis flambant neufs de la Royal Aircraft Factory, sont les premiers appareils britanniques en France. L'un d'eux se pose sur le sol français le 13 août. De nombreux autres vont suivre. Les jeunes aviateurs anglais se retrouvent sur une terre étrangère pour la première fois. Ils ne sont qu'à quelques kilomètres de chez eux, mais culturellement, ils sont dans un tout autre monde. Les lettres envoyées à leurs proches par ces jeunes gens sont les documents les plus émouvants et les plus révélateurs de la guerre. Beaucoup d'entre eux mourront peu de temps après avoir posé leur crayon. Au mois d'août, le général Kitchener arrive en France avec 120 000 hommes. Cette fois-ci, la reconnaissance aérienne allemande n'a rien vu venir. L'arrivée des Britanniques prend les Allemands totalement par surprise. Lord Kitchener dirige ses troupes avec paternalisme. Les soldats doivent rester constamment sur leur garde contre les tentations telles que le vin et les femmes. Vous devrez résister totalement aux deux, et tout en traitant les femmes avec courtoisie, vous éviterez absolument toute intimité. Les troupes allemandes aussi sont en terre étrangère.
Les estomacs allemands habitués au pain noir ne supportent pas les variétés françaises. Alors que les troupes allemandes approchent de Paris, le gouvernement français évacue la capitale et laisse le général Gallieni en charge en tant que gouverneur militaire. La reconnaissance aérienne informe Gallieni que les Allemands contournent Paris par l'est, exposant leur flanc droit. Les observations aériennes sont cruciales. Elles vont permettre de sauver Paris et d'arrêter l'avance allemande. Gallieni et Joffre décident d'attaquer les forces allemandes dans la vallée de la Marne. Les troupes allemandes pourchassent des forces alliées épuisées qui viennent de parcourir 240 km en se retirant de Mons. Mais les Allemands aussi sont fatigués. Ils n'ont pas hésité à goûter les vins du terroir en cours de route. Malgré le piteux état des forces allemandes, la bataille de la Marne commence mal pour les Alliés. À Paris, le général Gallieni mobilise 2000 taxis pour transporter les troupes tunisiennes fraîchement débarquées vers la bataille de la Marne. En 4 jours de combats acharnés impliquant plus de 2 millions d'hommes, les pertes sont énormes. Dans les 2 camps, les avions participent au massacre. Leur efficacité est redoutable. Ils dirigent les tirs d'artillerie du ciel et rapportent les mouvements de troupes. Le 7 septembre 1914, les Allemands sont battus. Le plan Schlieffen a échoué. Les généraux allemands n'ont plus aucun espoir de prendre Paris et de finir la guerre rapidement. L'avance allemande, si rapide et si profonde, se transforme en retraite. Les armées des 2 camps remontent maintenant vers la Manche, essayant de se contourner l'une l'autre. En chemin, elles creusent des lignes de tranchées, grâce auxquelles chaque camp espère conserver ses positions. Ce front immobilisé de tranchées et de barbelés va modifier l'évolution de l'aviation militaire pour le reste de la guerre. L'automne de 1914 fait place à l'hiver et la guerre au sol s'enlise dans la boue. Les pluies arrivent et les températures baissent. Dans les tranchées, on n'échappe pas aux éléments. Mais pour ceux qui pilotent les avions, la vie est différente. Pourvu qu'un avion puisse décoller, il peut évoluer librement au-dessus du champ de bataille. Voici un Avro 504. L'avion n'est pas une aile de légende, mais c'est un bon vieux cheval de bataille. De conception anglaise, il est néanmoins équipé d'un moteur rotatif français, comme de nombreux appareils alliés. Avec un moteur rotatif, c'est tout le moteur qui tourne avec l'hélice autour d'un axe fixe. Le flux d'air à travers les cylindres en rotation refroidit le moteur. L'huile de ricin qui lubrifie le tout inonde constamment le visage du pilote. L'Avro 504 entre en service au début de la guerre en août 1914. Il est malheureusement le premier avion britannique à être abattu par des tirs ennemis du sol le 22 août en Belgique. Mais il connaît quelques succès. C'est un 504 qui effectue le premier mitraillage au sol de la guerre, en pointant sa mitrailleuse Lewis sur un train et des troupes allemandes le 22 octobre 1914. Les Avro 504 du Royal Naval Air Service réussissent également quelques bombardements en territoire allemand en octobre et en novembre.
Au combat, le 504 est vite dépassé, mais il fait une carrière remarquable en tant qu'avion d'entraînement standard des Anglais. Cet avion est un Avro 504K, le dernier d'une longue lignée de modèles. Plus de 8000 ont été construits au cours de la guerre. C'est un des héros sans gloire du combat. Mais l'hiver 1914 approche et les activités aériennes sont limitées par la météo. Avions et pilotes restent cloués au sol pendant de longues périodes. Le combat aérien n'a que quelques mois d'existence. Pourtant, les pilotes ont déjà pu expérimenter la plupart des aspects essentiels de la guerre aérienne. Bombardement stratégique, reconnaissance, attaque au sol, combat aérien, tout a été essayé avec quelques succès. Cet hiver sera un des plus rigoureux de son temps. Lorsque les vols redeviendront possibles, la guerre aérienne prendra un nouveau tournant. A young aviator lay dying at the start of a bright summer's day. To the mechanics assembled around him, these few parting words he did say. Take the cylinder out of my kidneys, the connecting rod out of my brain. From the small of my back take the crankshaft and assemble the engine again. En 1915, les Français équipent un avion d'une mitrailleuse capable de tirer à travers l'hélice. C'est une combinaison redoutable. L'Allemagne découvre le secret et l'améliore en construisant le premier vrai chasseur, le Fokker Heyndecker, ainsi né le fléau des Fokkers. Les Français répliquent avec le Nieuport, très agile, et la guerre dans les airs devient alors une course à la supériorité technique. Début 1915, l'aviation militaire trouve enfin de puissants avocats au sein de la haute hiérarchie militaire à Paris. En mars, la bataille de Neuve-Chapelle est entièrement menée en fonction des relevés topographiques obtenus par photos aériennes. Pour la première fois, l'action des bombardiers est coordonnée à celle de l'infanterie. Le général Joffre, chef d'état-major des armées françaises, envisage l'aviation comme le moyen de briser le statu quo des tranchées. Lorsque l'hiver prend fin et que les conditions météo s'améliorent, le service de l'air français est en pleine réorganisation, tenant compte des enseignements de 1914. Les unités de reconnaissance photo sont centralisées. La maintenance des avions est améliorée. Le service de l'air est divisé en 3 groupes: combat, bombardement et reconnaissance. C'est près du port de Dunkerque, sur une base aérienne alliée du nom de Saint-Paul-sur-Mer, que le 1er avril 1915 se produit un événement d'une importance capitale pour les avions de combat. Roland Garros, le grand héros français de l'aviation d'avant-guerre, est affecté à cette base. Il met en pratique une idée destinée à rendre les mitrailleuses plus efficaces dans les airs. Il fait monter des déflecteurs en acier sur les pales de l'hélice d'un Morane Saulnier N.
La mitrailleuse installée doit pouvoir tirer à travers le cercle de l'hélice. Sur une centaine de balles, environ 7 frappent les déflecteurs et ricochent. Pour tirer, c'est l'avion lui-même qu'il faut pointer sur l'ennemi. Roland Garros essaie son système le 1er avril sur un Morane Saulnier L. L'expérience est concluante. Il abat ainsi 3 avions allemands en 3 semaines. Le 18 avril, il décolle à nouveau de Dunkerque, mais cette fois-ci, il n'a pas autant de chance. Son appareil est abattu derrière les lignes allemandes. Le secret est découvert. Les Allemands demandent à Tony Fokker, le jeune ingénieur aéronautique hollandais, d'améliorer le système français. Et il y parvient. L'équipe de Fokker synchronise la mitrailleuse et l'hélice, permettant ainsi à toutes les balles de passer. Le système est monté sur un monoplace Fokker rebaptisé E1. E pour Heyndecker, c'est-à-dire monoplan. Le grand pilote allemand Max Immelmann remporte la première victoire à bord d'un E1. 3 semaines plus tard, son collègue Oswald Bölke lui succède. Au cours de l'année 1915, Bölke et Immelmann vont mener ce qu'on appellera le fléau des Fokker. Leur palmarès d'avions alliés abattus s'allonge. La presse allemande instaure une rivalité entre les deux as. La tactique de Bölke est simple. J'attends toujours le moment opportun et je place quelques balles bien dirigées. Tony Fokker améliore les Heyndecker. Voici une réplique réduite d'un E3, dernière version. Il est équipé d'un moteur de 100 chevaux et reçoit parfois 2 mitrailleuses. Il fait son apparition en décembre 1915. Chez les Alliés, la peur des Fokker monte d'un cran. Le Royal Flying Corps fait circuler cet ordre. Jusqu'à ce que nous disposions d'une machine aussi bonne ou meilleure que les Fokker allemands, un appareil de reconnaissance doit être escorté d'au moins 3 chasseurs. Mais les Allemands ne savent pas réellement profiter de l'avantage que leur procurent les Fokker. Il leur faut développer et améliorer leur tactique de combat. Les Fokker chassent souvent seuls ou par 2. Parfois, comme sur cette séquence, ils décollent pour escorter les avions de reconnaissance aviatique et AGO. Mais ils ne doivent pas aller au-delà des lignes allemandes pour ne pas divulguer le secret du système de synchronisation des canons. S'ils avaient été regroupés en puissantes unités de chasse, le fléau des Fokker aurait été encore plus ravageur. Les Allemands ne dominent cependant pas le ciel du nord de la France. Les avions de chasse alliés sont peut-être pour l'instant dépassés, mais quelquefois le talent seul suffit à contrer les progrès techniques. Le pilote britannique Leno Hawker a une réputation de tireur redoutable. Son observateur, également mitrailleur, se plaint. Il avait la mauvaise habitude de trimballer un fusil ordinaire, dont il se servait quand il pensait que je ne m'en sortirais pas. Le bruit était effrayant. Le biplace British FE2 n'est pas la machine idéale pour un bon tireur comme Hawker. À bord du nouveau monoplace Bristol Scout, il se révèle comme un génie meurtrier des airs. Mais le véritable meneur parmi les pilotes du front est français, Adolphe Pégoud, l'inventeur de l'acrobatie aérienne. Mais Pégoud est abattu et se tue en août 1915 après avoir eu raison de 6 avions ennemis. Il est enterré en héros. Même les pilotes allemands larguent des couronnes en survolant sa tombe. Au
cours de l'été 1915, un nouveau chasseur français entre en lice. Il va servir aux Français et aux Anglais pour contrer le Fokker Heindecker. Le Nieuport 11 est rapidement surnommé par les Français le bébé Nieuport. Il est compact mais très efficace. Conçu à l'origine comme concurrent pour la coupe Gordon-Bennett, il répond parfaitement aux besoins grandissants de la guerre des airs. Bien que l'appareil soit français, le gouvernement britannique est le premier à passer commande. En juillet 1915, il entre en action dans le Royal Naval Air Service pendant la campagne des Dardanelles en Turquie. Lorsqu'il apparaît sur le front ouest à l'automne 1915, sa vitesse et sa maniabilité redonnent quelque espoir aux Alliés face à la menace croissante des Fokkers. Mais il a un problème majeur. Les entretoises en forme de V de la voilure entraînent une déformation des ailes quand l'appareil est lourdement chargé, avec parfois des conséquences fatales. Mais le bébé Nieuport devient rapidement très populaire parmi les pilotes grâce à sa grande vitesse ascensionnelle et à son agilité exceptionnelle. Dès 1915, les nombreux systèmes de commande de vol se sont standardisés. Un manche central commande la stabilité, la montée et la plongée. Le palonnier à pédale contrôle la direction. Les premiers bébés Nieuport sont animés par un moteur rotatif Gnome de 80 chevaux. Voilà. C'est bon. Le Nieuport a un net désavantage par rapport au Fokker. Les mitrailleuses françaises ne sont pas assez fiables quant à leur régularité de tir pour assurer une bonne synchronisation. Les canons du Nieuport ne peuvent pas tirer à travers l'hélice. Le Nieuport 11 est le pivot des nouvelles escadrilles de chasse françaises. La première en opération est la N-65, basée près de Nancy. La mission de ces escadrilles est d'escorter les bombardiers français en Allemagne et de défendre le ciel au-dessus de Nancy. C'est la première unité de combat aérien française de la guerre. À part l'escadrille N-65, la plupart des Nieuport 11 sont utilisés selon les mêmes règles que les Fokker allemands. Ce sont des avions de complément dans des escadrons d'appareils biplaces. La mitrailleuse Lewis des Nieuport est montée au centre de la voilure supérieure pour que les balles n'entrent pas dans le champ de l'hélice. Le Nieuport est en retard sur le Fokker quant à l'emplacement de sa mitrailleuse, mais il dispose d'un avantage énorme. Il est extrêmement maniable. Malgré la peur qu'il sème, le Fokker est démodé. Son système de contrôle à déformation de voilure est dépassé. Le biplan léger Nieuport, avec ses surfaces mobiles très efficaces, peut engager des manœuvres que le Fokker ne peut pas suivre. Une telle agilité ne prend sa pleine mesure qu'entre les mains d'un pilote adroit et naturellement doué. Alors que des appareils plus sophistiqués font leur apparition, il faut répondre à une nouvelle question. Quelles sont les qualités détectées en formation au sol qui traduisent un talent pour le combat aérien ? En Allemagne, comme en France et en Angleterre,
On pense que les hommes de la cavalerie font de meilleurs pilotes. Un bon cavalier doit avoir une bonne main, tout comme un pilote. Manfred von Richthofen est un ancien officier de cavalerie, comme son frère Lothar. Tous deux se révèlent être d'excellents pilotes de combat. Mais de nombreux hommes qui ne sont jamais montés à cheval obtiennent eux aussi de très bons résultats. Quelles que soient les qualités naturelles qui révèlent le bon pilote, il doit suivre une formation spécifique. En France, c'est sur un pingouin. Un pingouin est un avion aux ailes rognées, tout juste capable de quitter le sol. Théoriquement, le pilote doit acquérir la sensation du vol sans en encourir les dangers puisqu'il ne décolle pas. Mais impossible d'éviter le frisson du premier vol en solo. Pour les élèves pilotes français, au début de la guerre, le vol d'instruction en double commande est rare. Ils progressent par étapes, du roulage au saut de puce, puis enfin au vol, à environ 30 mètres d'altitude. Mais la mort frappe souvent dans les écoles de pilotage. Les accidents mortels ne sont jamais oubliés par ceux qui en sont les témoins. Les moteurs rotatifs génèrent un couple gyroscopique qui peut être fatal à un pilote tournant à basse altitude. Voici un caudron G3, utilisé au début de la guerre pour la reconnaissance et plus tard comme avion d'entraînement. Victor Chapman est un pilote volontaire américain arrivé en France en 1914. Il décrit un décollage au début de sa formation. La machine quitta le sol presque immédiatement et je maintenais le cap tant bien que mal. Puis elle a commencé à se cabrer, à se contorsionner et à osciller. J'ai glissé sur la droite, sur la gauche, j'ai perdu de l'altitude et j'ai essayé de redresser. La terre et un ou deux arbres paraissaient dangereusement près. Aucun pays ne dispose d'un organisme de formation parfait. Souvent, les pilotes sont mal préparés pour se mêler à la bataille aérienne. Le successeur du caudron G3, le G4, quelque peu disgracieux, vient s'ajouter à la force de bombardement française. L'importance du bombardement ne cesse de croître. En avril 1915, une nouvelle arme terrifiante est utilisée au combat. Les gaz toxiques allemands causent des ravages dans les tranchées, près d'Ypres, à la frontière belge. La panique s'empare des forces alliées. La fabrique de gaz toxiques est à Ludwigshafen, en Allemagne. C'est le premier objectif du groupe de bombardiers numéro 1 français qui doit traverser le Rhin et pénétrer le territoire ennemi. Le groupe est basé près de Nancy, à quelques kilomètres de la frontière allemande. Le chef de groupe est le commandant de Goy, mais plus pour très longtemps. Le raid est prévu pour début mai, mais des vents violents empêchent toute action avant la fin du mois. Le 27 mai, les vents tombent. Les bombes sont chargées à bord de biplans voisins. Ce sont des obus d'artillerie modifiés.
Les viseurs de bombardement sont rudimentaires et peu fiables. Les techniques de bombardement en sont à leur balbutiement. Chacun a encore beaucoup à apprendre. Les vents dominants posent un problème. Ils soufflent d'ouest en est. Ils facilitent la pénétration des avions en Allemagne, mais s'ils deviennent trop forts, ils peuvent aussi empêcher les voisins trop lents de rentrer à leur base. À 3 heures du matin, le 26 mai 1915, 17 bombardiers voisins décollent de Nancy et pénètrent sans encombre en Allemagne. 87 bombes sont larguées sur l'usine, causant d'importants dégâts. Seul le commandant de Gouy ne rentrera pas à la base. Les vols au-delà des lignes ennemies rencontrent de plus en plus souvent des barrages de tir anti-aériens. L'expérience du bombardement s'accroît et les vols en formation sont préférés car les avions solitaires sont trop vulnérables aux attaques venant du sol. Un avion seul constitue une cible unique pour plusieurs tireurs. Les formations importantes obligent les tireurs à s'occuper de plusieurs cibles, augmentant ainsi les chances pour chaque appareil de ne pas être touché. Dans les deux camps, de nouvelles armes anti-aériennes font leur apparition. À la fin de 1915, les bombardiers ne peuvent plus prétendre à l'impunité. L'hiver est de retour, mais les hostilités persistent. L'Allemagne lance une grande offensive qui va donner une nouvelle direction à la guerre aérienne. Les Allemands veulent entamer l'année 1916 en lançant une attaque de grande ampleur sur la forteresse de Verdun. Par 2 fois en un siècle, la ville de Verdun est tombée dans les mains germaniques. Au début de 1916, les tranchées allemandes ne sont qu'à 16 km. L'Allemagne envisage d'avoir la forteresse à l'usure. L'état-major allemand pense que la France va se battre jusqu'au bout pour garder Verdun et envoyer tellement d'hommes et de matériel pour sa défense que l'effort va saigner la France à blanc. Verdun est défendu par 2 grands forts. Mais au début de 1916, ils sont sous-équipés tant en personnel qu'en armement. L'Allemagne rassemble une force d'1 million d'hommes et tout un arsenal d'artillerie lourde avant de lancer l'attaque. Le premier acte de la bataille doit être un bombardement d'artillerie de 9 heures. Les Français font d'immenses efforts pour se préparer. Lorsque l'attaque commence, ils sont 2 fois moins nombreux que l'adversaire. Le bombardement d'artillerie du 21 février 1916 est le plus important de toute l'histoire militaire. Les tranchées françaises de première ligne sont anéanties. La voie est libre pour l'assaut de l'infanterie allemande. Les Allemands disposent d'une terrible arme secrète, le lance-flamme. Un des 2 forts tombe. La panique s'empare de la population de la ville et des villages avoisinants. Le commandement de Verdun est donné au général Henri-Philippe Pétain, qui jure « Ils ne passeront pas ». La survie de Verdun ne tient qu'à une seule route, la voie sacrée. Elle s'étire sur 60 km entre Verdun et Bar-le-Duc.
6 000 camions par jour alimentent la ville en provisions et en armes. Les avions allemands ne font aucune tentative pour les bombarder. Bar-le-Duc bénéficie de la tactique défensive aérienne allemande. La ville n'est jamais menacée en tant que point de départ de la voie sacrée. Pendant 5 semaines, un soldat allemand tombe toutes les 45 secondes. Mais du côté français, les pertes sont encore plus élevées. À la fin de mars, 90 000 Français et 80 000 Allemands ont été tués. Le Kaiser déclare « La guerre finira à Verdun. » La voie sacrée ne sera jamais bombardée. La tactique aérienne allemande donne priorité à la reconnaissance et à la défense. Voici un Rumpler biplace de l'époque. Au début de la bataille de Verdun, 168 appareils de ce type sont assignés à l'observation d'artillerie sur la ville. Chaque camp dispose de plus de 500 avions aux alentours. Mais l'Allemagne bénéficie encore du phénomène Fokker. Le moral est bas chez les Alliés. Les Allemands considèrent que la mission de leurs chasseurs est de protéger les avions de reconnaissance. Ce Rumpler est équipé d'une caméra installée sur les entretoises externes. Des séquences comme celle-ci montrant le pilote et l'observateur en action ont été tournées avec cette caméra. Autre mission des biplaces allemands à Verdun, c'est la constitution d'un Luftspeer, un barrage d'avions théoriquement impénétrable par l'ennemi. Il sillonne le front à l'intérieur des lignes allemandes. Les chasseurs allemands ont été réservés en premier lieu à l'attaque des avions ennemis qui réussissent à passer le fameux barrage. Mais les besoins en matière de reconnaissance et de pointage d'artillerie incitent les Allemands à employer des tactiques plus offensives. Ils règnent en maître au-dessus de Verdun. En 1916, la photographie aérienne est devenue une technique sophistiquée. Des appareils spéciaux sont mis au point dans les deux camps. Tout le réseau de tranchées est cartographié grâce aux photos aériennes. La reconnaissance photo et le pointage d'artillerie deviennent les deux plus grandes activités de l'aviation pendant la Grande Guerre. Mais la collecte de renseignements derrière les lignes ennemies est un jeu dangereux. Les observateurs doivent rester vigilants et savoir utiliser leurs armes. Les biplaces, des deux côtés du front, sont plus lents et moins agiles que les chasseurs. De nombreux équipages de reconnaissance trouvent la mort dans les cratères d'obus du No Man's Land, abattus par des adversaires plus rapides et plus agiles. La communication à bord se fait en hurlant. Pas d'intercom, ni de silencieux sur les moteurs. Les bombes de cette taille, larguées à la main, ne font que des dégâts mineurs au sol. Mais au fil de la guerre, le bombardement devient une discipline à part. Les largages au hasard effectués par les avions de reconnaissance sont de plus en plus rares. Tout retour sain et sauf d'une mission de reconnaissance est accueilli avec soulagement. Une fois au sol, finit le froid perçant des habitacles ouverts. Les températures à 5000 mètres sont inférieures d'environ 18 degrés à celles du niveau de la mer, et le vent augmente les effets du froid. Les avions sont peu nombreux et doivent être rapidement préparés pour la mission suivante.
Les mécanos vérifient le moteur et la structure de l'avion. Le pilote et l'observateur veulent connaître l'emplacement et le nombre d'impacts de balles dans le fuselage. Ce sont autant d'indications sur la mort qui les a frôlés. Les avions partagent avec les ballons le rôle d'observation d'artillerie. Les rivalités sont coriaces entre pilotes et aéronautes. Dans un ballon français CACO, un observateur peut grimper jusqu'à 1200 mètres. Les artilleurs aperçoivent rarement leurs cibles. Les pointeurs sont leurs yeux dans le ciel. Lorsque les conditions le permettent, ils peuvent voir jusqu'à 25 km derrière les lignes ennemies et communiquer par téléphone avec le sol. Les observateurs peuvent évaluer les effets des attaques, pointer les pièces d'artillerie, repérer les mouvements de troupes et observer les réactions de l'ennemi. Dès la fin de 1915, les observateurs disposent de parachutes, mais ils sont difficiles à utiliser. Une fois sur 100, ils ne s'ouvrent pas. Dans les avions, les observateurs transmettent des signaux en morse par radio, mais les radios des avions de l'époque ne peuvent recevoir. Des signaux visuels servent à informer les avions depuis le sol. Les Allemands ont leur propre type de ballon qui remplissent les mêmes fonctions que ceux des Alliés. Des deux côtés, les ballons deviennent la cible favorite des avions armés. Les roquettes françaises, la Prieure, premier missile RR pour la destruction des ballons, apparaissent en 1916. On les monte sur un biplace français Farman, mais aussi sur quelques Nieuport. L'évolution de la bataille de Verdun remet en question l'utilisation des avions. Le commandant du Royal Flying Corps, Hugh Trenchard, croit à l'attaque. Il affirme « Le ciel est trop grand à défendre. » Les Français forment des escadrilles d'élite, les Cigognes. Félix Brocard est un des commandants des Cigognes. Parmi ses pilotes talentueux, René Dorme. Natif de Verdun, il fut 3 fois victorieux au-dessus de sa ville. Delatour est un des plus éminents membres du groupe. Albert Delin a sa première victoire en mars à Verdun. Les Français comprennent vite que les pilotes d'élite comme eux sont utiles à l'effort de guerre au-delà de leur victoire. Leurs succès peuvent être utilisés pour renforcer le moral des troupes. Les pilotes ayant plus de 5 victoires à leur actif sont appelés des As. En 1915, les As français sont concentrés dans l'escadrille des Cigognes. Une affectation dans cette unité est assimilée à un grand honneur. L'Allemagne applique un système similaire dans lequel les As sont des héros. Seuls les Anglais n'approuvent pas. En mars 1916, le Nieuport 17, une version améliorée du BB, rejoint le front. Il est animé par un moteur rotatif le Rhône de 110 chevaux. L'appareil est tellement agile, sa vitesse ascensionnelle est tellement supérieure à celle des Fokker que les Allemands exigent qu'on le copie. L'Allemagne réagit à la quantité croissante d'avions français de haute performance dans le ciel de Verdun en rapprochant du front ses terrains d'aviation. Les pilotes français
Français commencent à affronter des groupes spécialisés de chasseurs en formation de 9 Fokker. Mais les aviateurs français constatent aussi la supériorité de leurs machines sur les Fokker. Le Nieuport 17 peut grimper à 3000 mètres en 10 minutes, laissant le Fokker loin derrière. Voici l'as français Albert Delin essayant la mitrailleuse synchronisée Vickers qui améliore encore les Nieuport. En avril 1916, un pilote allemand pose par erreur son Fokker E-3 tout neuf sur un terrain allié. L'appareil est confronté à un avion français. Il est inférieur. On a presque oublié le fléau des Fokker, mais preuve est faite qu'il n'y a plus à le craindre. De nouveaux as français apparaissent. Charles Ningesser, en dépit de ses blessures, une mâchoire 2 fois fracturée et un genou abîmé, a remporté 10 victoires pendant la bataille de Verdun. Georges Guinmer, à l'allure aristocratique et raffinée, a entamé une carrière dans le ciel de Verdun qui fait de lui le plus apprécié des as français de la guerre. En juin, Max Himmelmann, le grand pilote et tacticien allemand, trouve la mort. Toute l'Allemagne est en deuil. Oswald Bolke est maintenant l'as au plus grand palmarès dans les 2 camps, avec 18 victoires à son actif. Nous sommes à la base française de Luxeuil, dans l'est de la France, près de la frontière suisse. Pendant la Grande Guerre, Luxeuil est la base du groupe de bombardement français le plus ancien, un véritable modèle. De nombreuses tactiques de bombardement sont éprouvées ici au cours de l'année 1915. Les missions en groupe de bombardement et l'emploi de la formation en V sont expérimentées avec les avions Maurice Farman. Luxeuil-les-Bains est une ancienne ville d'eau avec des sources d'eau chaude. Elle est très à la mode à l'époque de Louis XV. En 1916, Luxeuil, comme toutes les bases de bombardement le long du front, est en pleine mutation. L'amélioration des chasseurs et des batteries anti-aériennes oblige à laisser tomber les raids de jour en profondeur dans le territoire ennemi. Il laisse place à des raids de nuit sur des objectifs militaires plus proches. Ces avions sont des Farman F-40, entrés en service en 1916. Les équipages ne les aiment pas car ils ne sont pas armés pour se défendre vers l'arrière. Malgré les demandes du gouvernement français pour des machines plus modernes, la firme Farman continue de produire des avions démodés à hélice propulsive. Avec les raids de nuit, les équipages de bombardiers courent moins de risques de se faire intercepter par des chasseurs ennemis ou par la DCA. Mais les raids de nuit augmentent les problèmes de navigation et réduisent la précision et l'intensité des attaques. Les livraisons de nouveaux avions sont encore très lentes. Il faudra du temps avant que les vieux Farman démodés ne soient remplacés. Au printemps de 1916, de nouveaux arrivants s'installent à Luxeuil, un escadron de chasse de volontaires américains. Elliott Cowden, Bert Thaw et Norman Prince poussent à la création de l'unité. Un Français, le capitaine Georges Thénault, est nommé commandant de l'escadrille. L'officier en second, le lieutenant de l'âge de mieux, est lui aussi français. Les autres membres fondateurs sont des Américains venus de tous les horizons. James McConnell arrive en France pour servir en tant que chauffeur d'ambulance volontaire. À l'époque, le seul moyen pour des Américains de combattre en France, tout en gardant leur nationalité, est de s'engager dans la Légion étrangère. C'est ce que fait Kiffin Rockwell, originaire de Caroline du Nord.
Il est blessé en mai 1915 se battant comme fantassin dans la Légion. Une fois remis de ses blessures, il se fait muter dans une école de pilotage. Victor Chapman vient de l'infanterie, espérant passer quelque temps au-dessus des tranchées. Ces jeunes gens forment le noyau de base de ce qui s'appellera l'escadrille américaine. On les affecte en dehors de Luxeuil et ils sont logés dans une confortable villa. Ils sont là pour apprendre à maîtriser leur Nieuport et escorter le groupe de bombardement de Luxeuil. Mais au début, tout est plutôt calme. Thénault les emmène en virée au-dessus des Vosges pour briser la monotonie de l'inaction. Kiffim Rockwell remporte la première victoire du groupe en mai 1916. Puis ils sont transférés à Verdun au cœur de la véritable bataille. L'escadrille a deux mascottes, des lionceaux appelés Whisky et Soda. Les membres de l'escadrille ont aussi la réputation de mener la grande vie et de jouer à tout va. Mais ils se battent aussi bravement que les autres dans cette guerre et deviennent le symbole de l'engagement potentiel américain, un groupe de jeunes volontaires idéalistes prêts à donner leur vie pour une cause en laquelle ils croient. La pression diplomatique allemande aux États-Unis impose un changement de nom. L'escadrille américaine devient l'escadrille Lafayette. Victor Chapman est le premier à mourir. Patrouillant au-dessus de Verdun, il est touché à la tête et son Nieuport est gravement endommagé. Il se pose, demande un nouvel avion et redécolle. Il attaque 5 Fokker derrière les lignes allemandes et se fait descendre. C'est la première victime au combat d'une unité américaine reconnue comme telle. L'escadrille perd ensuite Kiffin Rockwell, qui avait décroché la première victoire. Elle perd aussi Norman Prince, le principal fondateur du groupe, mais pas d'un tir ennemi. Son Nieuport touche une ligne haute tension à l'atterrissage. James McConnell, le chauffeur d'ambulance volontaire, sera lui aussi victime des combats. « 38 pilotes américains servent dans l'escadrille avant que les États-Unis n'entrent en guerre en avril 1917. 7 d'entre eux meurent au combat. Malgré leur petit nombre, leur influence sur l'entrée en guerre des États-Unis a été importante. En juin 1916, les Anglais et les Français veulent lancer une attaque massive de diversion pour attirer les Allemands loin de Verdun. Cette offensive doit avoir lieu sur la Somme, à l'extrémité ouest du front. Les avions anglais n'ont cessé de combattre au-dessus de cette vallée depuis 2 années. L'infanterie et l'artillerie sont massées en nombre. L'idée consistait à percer le front allemand par un gigantesque assaut d'infanterie. La cavalerie pourrait ensuite passer et foncer vers la victoire. Des centaines de milliers d'hommes sont concernés. À un moment précis, ils sont supposés sortir de leurs tranchées et foncer sur les lignes allemandes. Un grand barrage d'artillerie doit préparer la voie. L'ordre est donné à 7h30 du matin, le 1er juillet 1916. Les troupes anglaises, chaque homme chargé de 33 kilos d'équipement, foncent sur le No Man's Land. Voici le petit aérodrome de Saint-Omer, à quelques kilomètres des côtes de la Manche. Loin de la fureur des combats, Saint-Omer est la première destination pour les nouveaux avions arrivant d'Angleterre. De là, ils rejoignent leurs escadrilles et le front. Parmi les appareils arrivant au moment de la bataille de la Somme, les FE-2D. Les dernières versions d'un modèle en service depuis le début de la guerre. Jusque-là, les Anglais n'ont pas construit d'équivalent au Nieuport français.
Les FE2 et les DH2, avec leurs hélices propulsives dépassées, sont les meilleurs chasseurs britanniques de l'époque. L'observateur est assis devant. Il dispose de deux mitrailleuses Lewis, une tirant vers l'avant, l'autre vers l'arrière, au-dessus de l'aile supérieure. Pour se servir de cette dernière, il doit se lever. Les FE2B et D, malgré leur aspect un peu vieillot, peuvent faire face et même battre les Fokker et les Halberstadt. Ils contribuent largement à la supériorité aérienne des Alliés au cours de la bataille de la Somme. Mais le Royal Flying Corps dépend aussi largement d'avions français. Le grand pilote britannique Albert Ball établit sa réputation sur la Somme. En 3 mois, il aligne pas moins de 30 victoires à bord d'un Nieuport 17. Au cours de l'été, les avions alliés larguent plus de 17 000 bombes. Ils repèrent les canons allemands. Ils mitraillent les troupes ennemies dans les tranchées. Ils sont les maîtres au-dessus de la Somme. Au sol, les Alliés progressent peu. Les pertes dans les deux camps sont immenses. En septembre, un nouveau chasseur français est prêt à participer au combat. Il est construit par la SPAD, une entreprise qui appartient au pionnier de l'aviation, Louis Blériot. Son concepteur s'appelle Louis Bechereau et l'avion se nomme le SPAD 7. Il est mu par un moteur en ligne hispano-suiza, totalement différent d'un moteur rotatif. L'as français, Georges Guinmer, est un des premiers pilotes à exploiter les possibilités du SPAD. Guinmer arrive sur la Somme en septembre, avec la 3e escadrille des Cigognes sous les ordres du capitaine Brocard. Ses victoires au cours de cette bataille lui valent de nombreuses décorations, dont la Légion d'honneur. À la fin de 1916, il a descendu 25 avions allemands. Guinmer surnomme sa machine le Vieux Charles. Le 23 septembre 1916, il abat 3 avions ennemis. Puis, alors qu'il vole à 3000 mètres, il est à son tour abattu, mais il n'est pas blessé. Il arrive au sol indemne. La supériorité aérienne allemande n'est plus. Les mois du fléau Fokker ne sont plus qu'un souvenir. Le SPAD 7 renforce le valeureux contingent des chasseurs alliés. Les pilotes comme Guinmer et Ball dominent le front de l'Ouest. Mais la balance va de nouveau pencher dans l'autre sens. Un nouveau chasseur allemand, l'Albatros, est sur le point d'entrer dans la guerre. Pour les services de l'air allié, 1917 sera un cauchemar. A young aviator lay dying at the start of a bright summer's day. To the mechanics assembled around him, these few parting words he did say. Take the cylinder out of my kidneys, the connecting rod out of my brain. From the small of my back take the crankshaft and assemble the engine again.